J'ai encore une question personnelle avant de prendre les questions de la salle, là. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que l'ange gardien, sous sa forme de champ de force d'énergie vitale, qui soude les molécules les unes aux autres, là, comme une force d'attraction, ce serait pas tout simplement de l'amour avec un grand A? Ouais, c'est aussi dangereux de parler de ça que de parler de Dieu. Oui, on peut, oui. Ben, de toute façon, la seule loi qui régit l'univers, c'est l'amour. L'attraction. Il n'y en a pas d'autre. Toutes les autres en découlent. D'après la Bible, Marie est morte et elle a conservé son corps, supposément à l'Assomption. Où est son corps? C'est pas moi, je vous le jure. Bon, il faut comprendre que au niveau de la tradition biblique, on a différentes formes d'explication ou d'expression de l'éthérisation d'un corps physique. Si l'on parle de la réapparition du Nazaréen dans un corps de lumière, on parle justement du corps créé par le double éthérique. Si l'on parle de la désintégration du corps physique du Nazaréen, on dit que le Nazaréen est sorti du tombeau après 3 jours. Non, après moins de 3 heures, son corps a été désintégré. Il a été éthérisé. Il a rejoint le double éthérique. Et c'est d'ailleurs ce qui a laissé une trace dans comme j'expliquais il y a quelques semaines, la guenille. Non, ben c'est vrai, il ne faut pas donner d'importance à des choses qui n'en ont pas. L'évolution, c'est important. L'amélioration, les contacts avec l'esprit, la fusion avec soi-même, c'est important. Le travail du Nazaréen, c'est important. Tout ce qui nous empêche de voir les choses importantes, c'est pas important. Une autre question. Je crois comprendre qu'après avoir suffisamment énergisé le mental d'une façon intellectuelle, on peut permettre aux énergies supramentales de s'installer. Comment énergiser le mental? D'une façon intellectuelle, veut-il dire qu'on doit apprendre et apprendre encore dans des livres ou à l'école, qu'on doit s'intéresser à tout et apprendre intellectuellement sur tout? Bon. Énergiser le mental, ça ne se fait pas par l'intellect. L'intellect et le mental qui restent assujettis. Alors, si on l'intellectualise, on continue à conserver une sphère du mental qui restera assujettie au plan astral, donc qui n'amènera pas le contact avec l'énergie supramentale. Le mental se développe par la recherche de structuration d'efficacité hors lecture. Autrement dit, vous pouvez avoir une base. Parlant d'efficacité et d'organisation, demain, il y a le séminaire sur l'organisation et c'est donc pour les personnes intéressées la dernière possibilité de s'inscrire. Voilà. Ceci étant fait comme commanditaire, c'est pas? En fond, c'est pas ça, la radio a fini par avoir une déformation. Déformation de roulette. C'est ça. Alors, on énergise le mental. C'est pas un secret comme la bête bleue, on peut en parler. Lorsque l'humain est mal pris, lorsque l'humain est écœuré, lorsque l'humain souffre, lorsque l'humain est tanné, lorsque l'humain est dans une recherche où il n'a pas de solution, lorsque l'humain approche de la mort, lorsque l'humain perd sa femme, son mari, ses enfants, son auto, son chien, sa perruche, lorsque l'humain a des problèmes humains, alors automatiquement, ce n'est pas dans un livre qu'il va trouver, il devra se servir de ce qui l'habite. Lorsque l'humain commence à avoir une forme intellectuelle relativement avancée, il va être capable, s'il est mal pris, donc s'il souffre, parce que l'intellectualisme, ce n'est pas de l'intelligence, c'est de l'intellectuance, c'est relié à l'expérience mémorielle, ça n'a rien à voir avec le savoir instantané. Donc, l'intellectualisme n'amène pas de solution réelle à des problèmes neufs. L'intellectualisme amène de solutions vieilles à des problèmes vieux. Alors, automatiquement, celui qui ne fait que lire, il grossit la sphère de l'intellectualisme, donc de l'intellectuance, qui est l'intelligence apparente reliée à l'assujettissement du corps astral, donc de l'ego. Alors, lorsqu'une personne a des problèmes, lorsqu'une personne doit inventer, doit rénover, doit foncer dans la vie, en pleine guerre, c'est là qu'on a le plus de probabilités évolutives. Ce n'est pas en temps de paix, parce qu'en pleine guerre, l'humain doit s'arranger pour survivre. Celui qui, de prime abord, accepte la guerre et qui accepte de mourir, ben lui, il ne fait pas partie du concept évolutif amené par la guerre. Mais celui qui doit survivre, dernièrement, on passait à la télévision un film qui s'appelle « Au nom de tous les miens ».
Alors, pendant que tout le monde accepte de croire aux bons Allemands, à la bonne Gestapo, etc., lorsque tout le monde accepte inconditionnellement son État, ben, il y a un bonhomme qui sort du camp même où on asphyxie le monde, qui revient à un camp moins pire, et qui finit même par s'échapper, et qui traverse tous les États juifs, les Juifs qui ont été asservis par l'Allemagne ou non, et qui arrive à traverser tout cela. Lui a une conscience mentale en évolution. On peut presque dire qu'il doit être en ébullition pour arriver à être en évolution. Tandis que celui qui intellectualise, j'ai rien à faire avec lui. Ça n'a rien à voir. L'intellect, c'est l'apanage, c'est l'habit d'or de l'ego. L'intellect, c'est l'ego qui s'adore lui-même. Il s'adore avec l'or de l'intellect. Il se croit intelligent, il se croit parfait, il se croit... Non, l'intellect, c'est un outil de base. Un outil de base qui va... L'intellect, c'est la pensée, tandis que l'intelligence, ça n'a rien à voir avec la pensée. Et l'intellect, c'est la pensée, et l'intellect, elle a comme fonction, un peu plus tard. Pour l'instant, l'intellect, il sert de couverture à l'ego. La pensée sert de couverture à l'ego. L'ego croit qu'il est lorsqu'il pense. Et l'ego se croit raffiné, l'ego se croit intelligent, l'ego se croit fort, puissant lorsqu'il pense. Et plus il peut penser, plus il se croit merveilleusement parfait. Et j'expliquais aussi dernièrement que l'ego, celui qui pensait, était un être humain cultivé. Et qu'un être humain cultivé découlait de la culture d'humain. Et lorsqu'on cultive l'humain, ben on lui donne de la pensée, on lui donne de l'intellect, et plus l'intellect est puissant, plus l'humain sort d'une bonne culture. C'est de la culture d'homme. Lorsque l'humain arrive à entrer en contact avec une forme intelligente, donc il n'est pas cultivable. On n'ensemence pas dans la tête de nos enfants des phénomènes qui le feront pousser si on les arrose de claques. Donc, on ne cultive pas l'humain. On ne crée pas. Lorsqu'on cultive, c'est qu'on met quelque chose pour certains résultats particuliers, à une normalité. L'intelligence, il ne découle pas de l'intellectuance, donc il ne découle pas de l'intellect, il découle d'un mécanisme qui permet à l'humain de goûter à la vie et en même temps de faire en sorte que la vie goûte à lui. C'est l'instantanéité. Alors, la personne qui vit la guerre, la personne qui vit la souffrance, la personne qui n'a pas de mécanisme qui lui amène de l'intelligence dans l'amélioration, celui qui doit donc évoluer par la souffrance, est obligé de se forcer le derrière à ne plus souffrir, et ce n'est pas en lisant. En lisant, il va apprendre des bases, il va apprendre des structures de programmation, mais ça, c'est la base qui va lui permettre peut-être d'évoluer au niveau mental, et il devra donc s'efforcer de devenir efficace dans un événement. Donc, il devra devenir efficace par l'initiation. Par l'événement, par la vie, pas par la lecture. La lecture, elle donne des bases. Les conférences, ce soir, ça donne des bases. Après ça, si on ne vit pas, si on fout rien, chaque fois qu'on a un problème, on se dit, tiens, on va aller voir Daniel Kemp, on va lui poser la question. Non, là, vous foutez rien. Lorsque vous avez des questions qui sont suscitées par une conférence, par des choses que je dis, ça fait partie d'un événement. Ça, c'est initiatique, ça, c'est correct. Mais lorsque chaque fois que vous vivez quelque chose à l'extérieur, vous vous référez à un livre, à un maître, à un conférencier, non, là, il n'y a pas d'évolution. Là, il y a de l'instruction. Mais c'est même pas de l'instruction, c'est de l'enseignement, c'est de la connaissance. Vous vous faites carrément assujettir à votre intellectualisme. Vous voulez avoir une connaissance de salon, mais vous ne voulez pas avoir une connaissance de réalité. Alors, lorsqu'on a des questions qui sont suggérées par rapport à une conférence, c'est relié à l'événement. Parfait. Là, on pose des questions. Mais lorsque dans sa vie, il se passe des choses, quand les choses débordent complètement des possibilités de compréhension qui nous habitent, on peut peut-être poser la question. Mais lorsqu'à un moment donné, on en arrive à poser toutes les questions, moi, il y a des personnes de temps en temps qui viennent me sucer de l'énergie, d'ailleurs, ils sucent pas longtemps parce que je leur parle même pas. Lorsqu'ils viennent me voir pour... ma chatte, elle a de la fièvre cette semaine, c'est-tu à cause que l'esprit de... Bon, ben dans ce temps-là, non. Dans ce temps-là, il n'y a rien à faire. Alors, l'intellectualisme, c'est la base même qui permet le développement des facultés mentales, et le développement des facultés mentales, ça se fait par la vie. Les anges gardiens peuvent-ils détruire ou m'empêcher d'atteindre des policiers? Une question de repris de justice. Oh, pardon, des paliers. C'est pas la même chose. C'est une névrose, ça, en ce moment, avec les journaux. Bon, je recommence. Les anges gardiens peuvent-ils détruire ou m'empêcher d'atteindre des paliers qui me sont nécessaires afin de m'élever en vibration énergétique, sinon serait-ce mon ego? Je cherche un coupable. Exactement. Bon, les anges gardiens ne détruisent rien, ils gardent. Ils gardent ce qu'on leur demande de garder, et ce qu'on leur demande de garder ne provient pas de l'ego. Autrement dit, l'ego, lui, veut avoir un ange gardien pur. L'ego va avoir un ange gardien qui lui permet de traverser les murs. L'ego va avoir ci, l'ego va avoir cela, et ça n'a rien à foutre. L'ego n'est pas celui qui détermine l'évolution.
Ce n'est pas l'ego, c'est l'esprit. Et l'esprit est celui qui paramètre l'ego, donc qui crée les anges gardiens, qui va créer les phénomènes séraphiques, les phénomènes chérubiques, qui va créer les phénomènes de tous ces mécanismes d'évolution énergétique qui portent le nom d'ange gardien. Qui me sont nécessaires afin de m'élever en vibration énergétique? Non. Qu'est-ce qui est nécessaire? Premièrement, il n'y a pas aucun mécanisme d'évolution qui va être donné à l'humain pour lui permettre de s'élever au niveau vibratoire tant que celui-ci n'a pas cessé ou tant que celui-ci n'a pas fermé toutes les portes par lesquelles il perd de l'énergie. Autrement dit, on ne vous donnera pas plus tant que vous allez continuer à perdre. Alors évidemment, ce n'est pas un séraphin, ce n'est pas un ange gardien qui interdit. C'est un mécanisme qui est relié à toute la mécanique évolutive, à tous les phénomènes évolutifs de la personne qui pose la question. Les séraphins n'influencent pas, les anges gardiens n'influencent pas la pensée, ils n'influencent pas l'émotion. Le séraphin a des émotions similaires à l'humain, mais il y a des émotions qui ne sont pas, il y a certaines formes, disons, de paliers d'émotions qu'il ne connaît pas au niveau des émotions qui sont extrêmement basses en vibration. Par contre, le chérubin est encore plus proche de l'humain, il connaît des émotions comme l'humain. Les chérubins adorent l'homme, ils n'ont pas le choix, parce que sans l'homme, ils ne sont pas là. Donc, ils aiment l'homme. Hein, c'est pas comme l'homme adore les anges, comme l'homme adore les dieux, parce que sans eux autres, l'homme n'est pas là. Parce que si sans eux autres, l'homme serait là, il se foutrait royalement de ses énergies. Alors, le séraphin aime l'homme aussi, sauf qu'il n'aime pas l'homme, il aime l'homme comme l'homme peut aimer spirituellement, mais il n'aime pas l'homme comme l'homme peut aimer sexuellement, évidemment. Les chérubins et les séraphins n'ont pas de phénomène d'amour sexuel. N'importe quelle forme d'ange gardien ne peut pas interférer dans la conscience, dans la pensée de l'homme. C'est un mécanisme qui oblige l'humain à traverser les champs où son ego va le placer. Alors, qu'est-ce qui empêche l'augmentation vibratoire? C'est beaucoup plus le fait qu'on perd de l'énergie. Et évidemment, c'est beaucoup plus le fait que l'ego en puise dans ses corps chérubiques et dans ses corps séraphiques. Quelle importance accordez-vous au « je suis » ou à l'être tel qu'en parlait Gurdjieff ou qu'en parle aujourd'hui André Moreau? Est-ce un état de conscience relié à l'esprit ou à l'âme? Est-ce un état temporaire ou terminal absolu? Bon, Gurdjieff, on peut en parler, il est mort, mais André Moreau, il n'est pas mort. Il est immourable. Bon, alors moi, quelle importance accordez-vous au « je suis » ou à l'être tel qu'en parlait Gurdjieff ou aujourd'hui André Moreau? Alors rencontrez André Moreau et demandez-lui ce qu'il entend par là et faites-vous une idée vous-même. Une chose est certaine, c'est que lorsqu'une personne, qu'il y a beaucoup de personnes qui mélangent le mécanisme du « je pense, donc je suis » et du « je ne pense pas, donc je suis ». Alors, ce qu'André veut communiquer ou ce que Gurdjieff veut communiquer, ça les regarde, c'est à vous de faire le choix. Une chose est certaine, c'est que celui qui pense et qui est, n'est pas. Et celui qui ne pense pas et qui est, est. À l'instant même où vous avez conscience que vous êtes dans votre pensée, vous n'êtes pas, parce que vous devez vous référer à vos mémoires, donc vous êtes parce que vous avez été, donc en réalité, vous n'êtes plus, vous étiez. Et ce n'est pas un jeu de mots, c'est un mécanisme qui est tout à fait authentique. Alors, si André dit « je ne pense pas, donc je suis », merveilleux. Et si André dit « je pense, donc je suis », c'est merveilleux aussi. C'est pas. C'est à vous de faire le chemin. Quel rôle ont joué les humoristes Ding et Dong dans l'évolution de la conscience au Québec? N'ont-ils pas de l'esprit, n'expriment-ils pas l'absolu? Bonne. Bon. Ding et Dong. Je sais pas. C'est intéressant parce que lorsque j'ai fait ma conférence à Chicoutimi, dans le même cégep, il y avait justement Ding et Dong. On a entendu un autre son de cloche. Exactement, oui. Les humoristes ont le privilège d'amener. Les humoristes ne sont pas nécessairement conscients de tout ce qu'ils vont faire comme travail. Les humoristes ont le privilège d'amener à l'humain ce qu'un être humain intelligent peut amener sans les faire nécessairement rire. Autrement dit, moi, je peux m'amuser à être humoriste, je peux vous faire rire, mais je ne m'adresse pas à la même classe de gens. C'est-à-dire que je ne m'adresse pas à la même parcelle de vibration auquel les humoristes vont s'adresser. L'humoriste, il s'adresse à l'ego, tandis que moi, je m'adresse au corps mental de l'humain. L'humoriste s'adresse à l'ego et son travail est extraordinairement efficace, essentiel, c'est fondamental. Il doit prendre l'ego. Prenons Yvon Deschamps, prenons Sol, prenons Ding et Dong, prenons-en d'autres. Qu'est-ce qu'ils ont comme travail? C'est qu'ils vont justement chercher chez l'ego
des mécanismes tout à fait inhibiteurs d'évolution et ils vont arriver à instruire l'ego. Il ne parle pas mental, à instruire l'ego par la farce. On a eu des chanteurs aussi, n'est-ce pas, qui tiraient des chaînes, ils tiraient la toilette après avoir chanté. Ceux qui connaissent, vous allez vous retrouver. Ils portaient un nom comme Plume, n'est-ce pas? On a des chanteurs qui donc sont donc capables d'arriver. Prenez l'exemple d'une personne qui, dans un immense stade, réunit des milliers de personnes et là, il pleut. Il n'y a pas de toit sur le stade. Alors, il dit au monde, bon, ben, il pleut, fait que moi, je m'en vais boire de la bière, puis vous autres, vous attendez. Tout le monde se met à applaudir. Fait que là, il dit, vous êtes bien cave. Il dit, moi, je suis pas cave, moi, je m'en vais aux toilettes, je vais en prendre de la bière. Quand il pleuvra plus, venez vous chanter. Ils sont allés. Le monde sont restés là quelques heures de temps à attendre. Mais c'est ça, c'est que le gars, c'est génial. Quels que soient les humoristes, ils sont capables de faire un travail bénéfique au niveau d'évolution collective parce qu'ils sont capables d'instruire l'humain de ses maudits problèmes sans que ça choque l'humain parce que l'humain est assez niaiseux à un moment donné qu'il rit de lui sans savoir qu'il rit de lui. Bon. Alors, quand je parle de l'humain, je parle de l'ego. Je parle pas de l'esprit, je parle pas de votre mental. Parce que l'humain a des parties drôlement intelligentes. Et c'est d'ailleurs grâce à ces parties intelligentes que l'humoriste devient fier. Là, l'ego rit de lui, puis quand il sort, tu sais, il a quand même raison. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est le mental qui instruit l'ego. T'as ri le beau, hein, mais c'était vrai. Puis c'était pas les autres. Prenons l'exemple de Ding et Dong. Êtes-vous en forme? Tout le monde répond oui. En forme de quoi? Ben, c'est ça. Question imbécile, question niaiseuse, comme moi je le dis souvent aussi, mais eux autres le disent aussi. Êtes-vous prête? Oui, allez-y. Mais bon, ben c'est ça. Alors, les humoristes ont donc la faculté, évidemment, plus il y aura de l'énergie supramentale astralisée au niveau de la conscience collective du Québécois, plus il y aura d'humoristes qui vont être capables, à leur insu, de se connecter à l'astral supramental et d'aller chercher une forme de farce, une forme d'humoristerie qui réellement peut permettre l'évolution. L'humour au Québec, c'est fini. Ding et Dong arrive, on recommence. Et on a de plus en plus de comiques qui arrivent avec quelque chose de neuf. C'est normal, parce que les farces qui poussent, c'est des farces tout à fait stupides, le disant. Êtes-vous prête? Allez-y. Hey, le monde, hein? Franchement, payer 10 piastres, mais entendre ça. Mais aujourd'hui, on paye 10 piastres, puis on en rit. Parce que l'état de conscience collectif a évolué, et les humoristes sont là pour botter le derrière à l'insu des personnes, tandis que moi et d'autres, on est là pour aller chercher le degré mental. Alors, il y en a qui poussent par en bas, puis il y en a qui poussent par en haut. Ou qui tirent. Une question dans le genre cocher oui, cocher non. Peut-être. Pourquoi réaliser la conscience supramentale? Pour atteindre la béatitude? Non. Pour aider les autres? Non. Pour être au service du divin? Non. Pour l'aventure de l'inconnu? Non. Pour la liberté totale? Non. Pour avoir des pouvoirs? Non. Pour aimer réellement? Non. Pour être le paradis sur la terre? Non. Pourquoi? Non plus. Pourquoi réaliser la conscience supramentale? Parce que vous n'avez pas le choix. Ça, c'est la réponse. Bon. Pour atteindre la béatitude, ça, c'est l'ego qui veut être bien parce qu'il se sent mal. Puis l'ego ne connaîtra pas ça, il va devenir supramental, donc il n'y aura plus la recherche de béatitude. Pour aider les autres, absolument pas. Parce que les autres, ils vont s'organiser eux-mêmes. L'évolution se fait individuellement. Tant qu'on est collectif, qu'on s'entraide parce qu'on a peur, on ne comprend pas tout. Bon. Automatiquement, la seule façon intelligente d'aider autrui, c'est de cesser de le nuire. Pour être au service du divin, absolument pas, parce que l'homme est déjà au service du divin, tandis que le divin est déjà au service de l'homme. Pour l'aventure de l'inconnu, c'est un phénomène de l'ego, puis l'ego, l'aventure de l'inconnu, moi vous dire franchement, le petit inconnu qui peut commencer à découvrir, là, il se sent bien avec ça, puis même là, ça lui fait peur. Alors, c'est pas lui qui va aller chercher l'inconnu de ce qu'il veut, même pas l'idée que c'est l'inconnu. Pour la liberté totale, absolument pas, parce que l'humain est tout à fait libre. Vous avez choisi d'être ici. Si vous regardez votre ego, vous êtes tout pogné, mais si moi je regarde cosmiquement ce que vous êtes toujours aussi libre. Pour avoir des pouvoirs. Non, une puissance, oui. Des pouvoirs, non. Il y en a déjà en masse de pouvoirs sur la planète. Il y en a qui ont le pouvoir sur les faibles. Il y en a qui ont le pouvoir financier. Le monde des morts a le pouvoir sur le monde, sur la vie des hommes. Le pouvoir, absolument rien à faire avec ça. Pour aimer réellement, vous n'avez pas le choix d'aimer, vous aimez déjà. Sauf que vous avez en plus la faculté d'altérer l'expression de l'amour, mais l'humain n'a pas le choix d'aimer, c'est la seule loi fondamentale qui existe dans l'univers. Pour être le paradis sur Terre, absolument rien à foutre avec le paradis, surtout que le paradis, c'est un état d'esprit, donc c'est un contact fusionnel entre l'humain et son esprit, ce n'est pas un endroit. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. Les conférences que je fais, c'est pas pour vous aider à monter là, c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe chez vous parce que vous montez de toute façon.
Le supramental dont vous parlez est-il exactement le même que celui dont parle Aurobindo? A-t-il à voir avec les buts de la vie du guerrier, de la voie du guerrier de Carlos Castaneda, et avec ce que recherche la franc-maçonnerie? Alors, on va faire un petit pack entre vous et moi. Si vous assistez à quelques conférences, je suis convaincu que vous allez être capable de faire vous-même le juste point entre ce que parle Carlos, ce que parle la franc-maçonnerie et ce que parlait Aurobindo. Ce n'est pas à moi de décider ou de déterminer. Non, non. Aurobindo avait une conscience différente de Carlos Castaneda, qui a une conscience tout à fait différente de la franc-maçonnerie. Il y a des points au niveau étymologique qui se relient, pas nécessairement au niveau énergétique. Et voilà. Et moi, je suis Daniel Kem et je n'ai pas lu Castaneda. Je le connais bien parce que vibratoirement, on peut fouiller. Je n'ai pas lu sur la franc-maçonnerie, mais je connais même des francs-maçons. Et je n'ai pas lu non plus sur Aurobindo et je connais quand même le travail qu'il a fait. Alors voilà. Et moi, je ne suis pas une coloration de ces personnages. Aurobindo a été un des premiers à amener le concept de l'énergie supramentale au niveau planétaire, l'un des premiers, non pas le premier. Cela a été repris par Krishnamurti et par quelques autres. Carlos Castaneda a suivi un cheminement relativement rigoureusement initiatique. Il est passé par tout ce qu'il y avait comme trou sur la planète avant d'arriver à comprendre des choses. Il a même écrit des livres qui expliquent son cheminement. Et à un moment donné, il a écrit des livres qui, comme tels, détruisent les premiers livres qu'il a faits, parce qu'il y a des livres qu'il a écrits quand il était carrément perdu, il y a des livres qu'il a écrits quand il voyait un peu plus clair. Et la franc-maçonnerie, c'est un mécanisme ésotérique qui a encore une certaine puissance. Donc, de par ce fait, je n'en parlerai que lorsqu'elle n'aura plus de puissance. Alors, c'est pas tout de suite. Une femme est stérile. Elle fait faire une lecture de sa vie. Réponse, elle a abandonné son bébé dans une vie antérieure. Est-ce réel? Ah oui, c'est réel. Pose-moi la question. Une femme est stérile. Bon. Elle a abandonné son bébé dans une vie antérieure. Comment ça se fait qu'une femme dans cette vie-ci est capable d'abandonner son bébé, de se faire avorter puis de n'avoir un autre quand on en veut un? Puis parce qu'elle l'aurait faite dans une vie antérieure, ben ce vie-ci, elle serait faite. Puis quand on dit qu'une personne l'a fait dans ce vie-ci, elle peut en avoir encore. Ben voyons donc, lecture de la vie pour aller savoir ça. Le niveau karmique, la réincarnation ne se fait pas individuellement, ce qui fait que la personne qui vit cela n'a jamais été intégralement comme elle est dans une vie antérieure. Donc, elle ne peut pas assumer le karma des vies antérieures. Le seul karma des vies antérieures que l'être humain assume, c'est le karma collectif. Présentement, vous participez donc à l'instauration d'une société qui, dans 150 ans, va être le résultat d'aujourd'hui. Et si vous renaissez dans 150 ans, vous allez assumer le karma de la société qui aura lieu dans 150 ans, qui sera le débouché d'aujourd'hui. Et en ce sens, vous allez assumer le karma de vos vies antérieures. Pas de vos, parce que vous allez renaître d'une façon pluralitaire. On va y revenir un peu la semaine prochaine, mais de toute façon, j'en ai parlé suffisamment lors d'une conférence qui s'intitulait « La réincarnation ». La personne, si elle est stérile, ça n'a rien à foutre avec le fait qu'elle a abandonné, perdu ou etc. un bébé dans une vie antérieure, parce que cette personne-là n'a rien à voir avec ce qui s'est passé antérieurement, au niveau individuel. Par contre, cela regarde un karma familial, dont il peut y avoir un mécanisme génétique qui l'interdit. Il peut y avoir aussi un mécanisme social. La majorité des karmas sont des karmas qu'on paie, des karmas collectifs d'aujourd'hui. Alors, si sa mère, elle a fumé, si sa mère, elle a pris telle chose, ça peut engendrer un mécanisme qui fait que ça crée un enfant qui sera stérile. Ça peut être un mécanisme énergétique, ça peut être un mécanisme éthérique, chéribique, ça peut être plusieurs phénomènes, mais ça n'a rien à voir. La personne qui pense qu'elle a abandonné son enfant, qu'elle sache bien que, premièrement, si elle l'a abandonné, elle n'avait pas le choix de l'abandonner, donc elle avait le droit de l'abandonner. Hein? C'est pas une question de moralité, c'est une question de phénoménologie, c'est une question de forme, c'est une question d'action. On fait ce qu'on peut faire, on ne fait pas ce qu'on ne peut pas faire. Alors, la personne... Ça n'a rien à voir s'il est antérieur. Allez pas vous faire lire votre vie. Allez pas vous faire rétrograder dans le passé. Oubliez tout ça. C'est de la fumisterie astrale, c'est de la manipulation, c'est du charriage. Autrement dit, on vous accule au monde des morts en vous obligeant à fouiller dans votre mémoire parce qu'on vous fait croire que l'avenir, puis que la vie, puis que la compréhension de l'actualité dépend de ce qui s'est passé. Donc, on vous oblige continuellement à essayer de vivre le présent à partir du passé, ce qui fait qu'on vous accole de plus en plus sur le dos le monde des morts. Le passé, il se suffit à lui-même. Et laissez donc le passé s'enterrer. À partir de quand la femme enceinte doit-elle considérer l'enfant en son sein comme un être autonome? Quelles sont les étapes les plus importantes à considérer par la femme enceinte?
Premièrement, la conception de l'enfant, ça se prépare plusieurs mois avant même la conception biologique de l'enfant. À partir de quand la femme enceinte doit-elle considérer l'enfant en son sein comme un être autonome? À partir du moment où l'enfant sera au moins rendu à l'âge de 3 ans, 9 mois, à peu près. Ce qui veut dire que l'enfant vient toujours au monde à l'âge de 9 mois pour la majorité. Et par la suite, l'enfant va devenir autonome relativement, tout dépendant évidemment des archétypes éducationnels que la mère ou le père vont vouloir instaurer autour de l'enfant, s'ils veulent le cultiver, par exemple. Alors, mais dans le sein, l'enfant n'est pas autonome. L'enfant va avoir ses propres chérubins énergétiques à sa naissance. Le phénomène amique va lentement repousser la coloration de la mère au cours des années entre la naissance et vers l'âge de 3 ans. Tandis que l'enfant est un être vivant, mais il n'est pas autonome au sens de la mère. Quelles sont les étapes les plus importantes à considérer par la femme enceinte? Si elle est enceinte, les 3/4 de ce qui aurait pu être fait, du moins, sont déjà passés au niveau de la transformation. La femme, elle ne doit pas émettre d'amour vers son fœtus. Voyez-vous? Intéressant. La femme qui émet de l'amour vers son fœtus, elle oblige déjà l'enfant à s'ennuyer d'elle lorsqu'il sera au monde et à ne plus dépendre radicalement de la présence de sa mère au niveau énergétique pour arriver à s'assumer lui. Alors, surprotéger un enfant, on sait ce que ça donne. Le surprotéger avant même qu'il naisse, c'est la même chose. Alors donc, la femme doit prendre conscience de l'évolution à l'intérieur d'elle, intra-utérine. Elle doit prendre conscience qu'il y a un mécanisme évolutif qui s'opère au niveau biologique. Elle doit prendre conscience qu'il y a des choses à protéger, donc que l'enfant a une importance radicale au niveau de l'évolution du mécanisme évolutif planétaire, humain, de l'humanité. Et elle doit prendre conscience de tout ce qui doit servir d'outil à l'enfant au niveau de son développement intra-utérin, donc fœtal, et par la suite au niveau de son évolution biologique extra-fœtale, donc une fois qu'il est venu au monde. Alors, on ne doit pas... on peut magnétiser son enfant, c'est parfait, mais on ne doit pas émettre de l'amour sur son enfant pour l'instruire déjà à être dépendant de sa mère ou dépendant des humains. L'amour intelligent n'a rien à foutre avec l'amour psychologique, et il y a beaucoup de parents qui, suite à des cours, des techniques qu'on va donner aujourd'hui, élaborent un mécanisme d'esclavagisme de l'enfant. Lors de la conférence sur la conception de l'enfant, j'ai abordé assez ces points de vue. Maintenant, à un moment, on a aussi abordé les points de vue au niveau de la psychologie de l'enfant nouveau. Conférence aussi que j'ai faite pour les personnes intéressées. Dans un avenir assez proche, on va aussi revenir encore une fois sur la conception de l'enfant et sur les mécanismes fœtals, donc sur les mécanismes de la gestation de l'enfant, ainsi que sur les mécanismes inhérents à l'accouchement immédiat de l'enfant. Et on va comprendre ce que je veux dire par le fait de ne pas trop aimer l'enfant. Est-ce que le fait de fumer un joint de pote pendant l'entracte pourrait me permettre de hausser mon taux vibratoire afin de mieux comprendre le sujet de ta conférence? Ne riez pas, la question est très bonne. Parce qu'on peut la replacer avec le café, on peut la replacer avec la cigarette, on peut la replacer avec les chips, on peut la replacer avec bien des choses. Bon. Est-ce que le fait de fumer un joint de pote ou un joint de n'importe quoi durant l'entracte pourrait me permettre de hausser mon taux vibratoire? L'on fume pour baisser son taux vibratoire. L'on prend du café pour baisser son taux vibratoire. L'on prend du vin pour baisser son taux vibratoire. Et l'on bouffe pour baisser son taux vibratoire. Bon. Ceci est à régler afin de mieux comprendre le sujet de ta conférence? Absolument pas. Les personnes ont besoin à un moment donné de baisser leur taux vibratoire de façon à regagner la terre, à replacer les pieds sur le sol. C'est-à-dire que lors de la conférence, il y a suffisamment d'énergie qui va être émise, qu'à un moment donné, les personnes vibrent au niveau mental, et là, l'ego en perd le contact. L'ego en perdant le contact, lorsque la personne va quitter la salle, il y a eu un temps où on n'avait pas de volière ici, on avait un petit corridor où on expulsait le monde à l'extérieur, et c'était presque dangereux parce que les personnes, lorsqu'ils sortaient, étaient super énergisées, ce qui fait que l'ego à l'intérieur, n'ayant plus de contact avec le mental, donc avec l'intellect, perdait une faculté extrêmement rassurante de son état, ce qui amenait les personnes à ne pas dormir de la nuit, à aller finir dans une taverne pour pouvoir se rabaisser un peu. Alors maintenant, il y a les chips, il y a les oiseaux, les personnes sortent, ils se rabaissent un petit peu, ils redeviennent un peu plus terriens. Le fait de fumer un joint de pote, ça l'amène ceci, premièrement, que la Marie, là, c'est un mécanisme assez intéressant. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? L'opium, l'héroïne, la morphine ou la Marie? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? La Marie, parfait. Bon. On dit que la Marie n'est pas plus dommageable que l'alcool. C'est un fait. La Marie n'est pas plus dommageable que l'alcool et l'alcool est plus dommageable que la morphine et l'héroïne. Au niveau
moléculaire, au niveau biologique, la morphine, toutes les drogues, les drogues qu'on appelle fortes, ont la faculté d'obliger l'humain à en dépendre biologiquement, en plus psychologiquement. La Marie, elle oblige aussi l'humain à en dépendre psychologiquement, beaucoup plus que biologiquement, sauf que la Marie, elle a une faculté intéressante au niveau énergétique, c'est elle a la faculté d'aller détruire le corps séraphique. Donc, lentement, celui qui, à la longue, fume du pot finit par avoir une conscience de plus en plus grande, où il perçoit de plus en plus de choses, même s'il ne fume pas présentement, pour la simple raison que son corps séraphique étant de plus en plus détruit, il a un contact mélange radical avec les plans manipulateurs astrales de la planète. Alors, automatiquement, il a l'impression d'avoir une extension de conscience, alors qu'en réalité, il est carrément en train de brimer son évolution. Bon, voici pour le pot. Une personne dans la Lune vit-elle sur un autre plan? Bon, alors ceux qui ont marché sur la Lune, est-ce qu'ils étaient sur un autre plan? C'est ça qu'on parlait d'une personne dans la Lune. Une personne dans la Lune ne vit pas sur un autre plan. Elle vit un peu plus dans le monde des morts. L'être humain, présentement, vous, tel que vous êtes, vous avez une partie de votre conscience placée au niveau matériel, corporel. Et si un camion de 10 tonnes vous passe sur un pied, vous avez une conscientisation matérielle. Bon. Vous ne pensez pas à quoi sert la vie, vous ne pensez pas à vos problèmes, vous n'avez pas d'émotions, vous n'avez pas de douleur, vous ne pensez pas au mariage ou au divorce. Non, vous avez une conscience tout à fait matérialisée. Celui qui est dans la Lune a le même phénomène. Sa conscience quitte le corps physique, elle quitte le corps vital et elle se focalise, elle s'extra-conscientise au niveau biologique pour se placer dans le monde astral. Donc, celui qui est dans la Lune fait un voyage astral qui n'est pas nécessairement très densifié, donc il n'a pas tout à fait la conscience même de ce voyage, de cette extra-conscientisation astrale, sauf qu'il est plus plugué dans le monde des morts. Alors, il fouille dans les mémoires, il voyage, il circule, simplement. Il ne vit pas dans une autre dimension ou un autre plan. Il vit dans un plan où vous vivez parce que vous êtes tout assujettis au monde matériel, au monde vital, au monde des morts, au monde mental. Et certains commencent à avoir une affinité au monde supramental. Alors donc, sauf qu'à un moment donné, il conscientise beaucoup plus de parties de sa conscience dans un plan particulier, qui va être le monde mémoriel, donc le monde qui n'est pas la vie, le monde du passé, le monde des morts. 3 questions en relation avec la prédétermination, le libre arbitre. En quoi l'humain est-il libre si les événements de sa vie et le moment de sa mort sont déterminés à l'avance? Je vais répondre juste à elle, tu pourras sur les autres après. Okay. En quoi l'humain est-il libre si les événements de sa vie et le moment de sa mort sont déterminés à l'avance? En quoi l'humain est-il libre si l'humain vient au monde sans le décider? En quoi l'humain est-il libre si l'humain vieillit sans le vouloir? Si l'humain souffre sans le vouloir? Si l'humain a des maladies qu'il ne veut pas? Si l'humain a une brûlure, un coup de soleil qu'il ne voulait pas? Si l'humain ne grille pas volonté? Si l'humain a les cheveux qu'il doit teindre? Si l'humain a un visage qu'il doit camoufler? Où est le libre arbitre, en fin de compte, si l'humain a des accidents? Et si l'humain, sa femme ou son mari n'évolue pas comme lui? Si les enfants qu'il met au monde sont handicapés, normaux, très beaux, ou ils deviennent des adolescents dangereux? Où l'humain a-t-il son libre arbitre si en passant devant une banque, il se fait tirer par une balle perdue? Où l'humain a-t-il le libre arbitre si le Canada déclare la guerre et qu'il est obligé d'y aller? Où il est le libre arbitre dans la crise économique? Où il est le libre arbitre lorsque vous achetez un auto et que vous faites avoir? Où il est le libre arbitre lorsque vous achetez un lit qui a un ressort qui vous transperce le thorax? Où il est le libre arbitre si vous avez un chat et il se fait voler? Où il est le libre arbitre de l'humain? Contez-moi ça. Mais il n'a pas de libre arbitre. Égoïquement, l'humain s'en croit un. Alors il a des désirs qui n'aboutissent pas souvent. Alors, de temps en temps, ça aboutit. Sur 100 désirs, 2 aboutissent. Preuve que l'humain dirige sa vie. Non, il y a eu 2 désirs qui étaient de toute façon obligés d'arriver. Même s'ils n'auraient pas désiré, ils seraient arrivés. Bon. Et les 98 autres, ils ne sont pas arrivés. Oui, il y a le libre arbitre. Tout le monde achète des billets de loterie. Puis seulement celui qui finit par plus croire qu'il va gagner, qui gagne. Il est où le libre arbitre? On ne veut pas perdre son ami. Il meurt pareil. On ne veut pas perdre ses parents. Il s'en va à un moment donné. On ne veut pas perdre... Où il est le libre arbitre chez l'humain? Disons... Peut-être poser la deuxième question, parce qu'elle est peut-être en rapport avec ta prochaine réponse. Le libre arbitre existe-t-il dans la conscience ordinaire ou bien dans la conscience supramentale? Le libre arbitre, il existe. Il y en a un libre arbitre. Les religions ne peuvent pas enseigner des choses fausses. Ils ne peuvent pas les enseigner vraies. Mais ils ne peuvent pas les enseigner fausses.
Il y a un libre arbitre qui existe, et ce libre arbitre, c'est lorsque l'intelligence vibre de l'intelligence dans l'homme. Lorsque l'intelligence voit l'intelligence des mécanismes, automatiquement, l'humain intelligent n'a pas d'autre choix que de faire le choix intelligent. Alors, votre libre arbitre se cultive de plus en plus au niveau égoïque, parce que de plus en plus, vous êtes anégoïsé. Vous perdez de l'ego. Prenons l'exemple. Entre un auto qui est pourri, que l'on considère comme étant un véhicule tout à fait irrespectueux de l'acheteur, comme dirait André Moreau, et pour le même prix, on aurait un véhicule qui est classé A1. Vous avez le choix d'acheter celui-là ou celui-là, n'est-ce pas? Vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix pour 10 000 $ d'acheter le véhicule débile du véhicule A1. Vous n'avez pas le choix. Parce qu'il n'y en a pas un ici qui va acheter le véhicule débile. Vous n'avez pas le choix. À l'instant où vous avez de l'intelligence chez vous, vous allez toujours choisir le cheminement intelligent. N'est-ce pas? Oui. Alors, automatiquement, il n'y a pas plus de libre arbitre. Sauf qu'à partir de ce moment, vous dites, je vois ça. C'est brillant, je prends ça. Alors, pour l'ego, c'est le libre arbitre qui lui est permis. Tandis que présentement, le libre arbitre, non, j'espère que je ne vois pas clair, mais essayez ça, je désire ceci, je veux ceci, je vais projeter, je vais former, je vais forcer l'univers à virer à l'envers s'il le faut, et puis je vais aboutir, et puis non, on arrive toujours au même phénomène qui se passe un peu partout sur la planète, où il n'y a pas nécessairement d'efficacité, pour la simple raison que l'humain fait fi des mécanismes écologiques qui lui permettraient de régir une efficacité. Lorsque l'humain devient intelligent, automatiquement, il devient en correspondance avec ce qui se fait. Étant en correspondance avec ce qui se fait, il agit en fonction de ce qui se fait, ce qui fait qu'il a atteint l'état de faire ce qui doit être fait. Alors, l'ego n'a pas de libre arbitre, l'humain terrestre n'a pas de libre arbitre, pour la simple raison qu'il est manipulé par les mécanismes de l'évolution séraphique, reliés à son âme, reliés à sa programmation génétique, à ses programmations réincarnatives, sauf que lorsque l'humain entre en contact avec l'intelligence, il voit les solutions intelligentes aux problèmes. Avec un S. Donc, il voit la solution à chaque problème. Alors, il n'y a pas de choix. Il passe par la bonne porte. Mais pour l'ego se dit, bon, mais là, je vois ça, c'est ça que je prends. J'ai choisi. Non, tu n'as pas choisi, parce que tu n'as pas le choix de prendre. Il n'y a personne ici qui va choisir d'acheter une Reagan. Je parle pas du président des États-Unis, là, je parle des véhicules automobiles. Il n'y a personne ici qui va choisir. Quand est-ce que vous faites un choix réellement? Là, vous faites un choix lorsque vous avez de l'intellectuance, lorsque vous n'avez pas d'intelligence, vous faites un choix. Lorsque vous ne savez pas entre deux choses, vous devez prendre une décision. Et dans le séminaire sur l'organisation, c'est un des mécanismes drôlement intéressants, c'est qu'on apprend à l'humain à prendre une décision. Parce que lorsqu'il a tranché, le choix est fait. La décision est prise. Mais est-ce que ça veut dire qu'automatiquement ça va aller mieux? Non, pas nécessairement. Mais ça veut dire que l'humain ne reste pas stagnant, en stand-by, dans l'attente que quelqu'un d'autre tranche pour lui. Autrement dit, l'humain ne reste pas dans l'attente de se faire organiser pour ne pas risquer de se tromper. Il préfère que tout le monde se trompe, au moins pour dire c'est la faute des autres. Tandis que dans le séminaire, on instruit bien que l'humain doit prendre une décision parce que c'est préférable qu'il prenne des mauvaises décisions qu'il ne prenne pas de décision pantoute. Et lorsque l'humain tranche, automatiquement, il se place dans un mécanisme initiatique relié à la vie. Alors, automatiquement, l'humain goûte à la vie, ce qui va obliger son mental à entrer en action autrement que son intellect, ce qui va amener l'humain à une phase évolutive. Et beaucoup moins souffrante. Parce que quand on mène le jeu, ou quand on... Menez le jeu, là. Quand vous tranchez pour prendre une décision, ça veut-tu dire que vous la prenez nécessairement émotivement? Non. Celui qui prend une décision qui se trompe, c'est parce qu'il n'était pas assez conséquentiel. Il connaissait pas assez l'écologie, mais ça, c'est pas grave. Celui qui n'en prend pas pantoute, il connaît pas plus. Sauf qu'étant donné que l'humain, présentement, apprend par expérimentation, par expérience, le fait de prendre une décision qui est mauvaise, il découvre des mécanismes. Il découvre les mécanismes qui régissent l'écologie. Et surtout, lorsqu'à un moment donné, l'intelligence va venir l'instruire, il aura pris l'habitude de prendre une décision. Alors, il en prendra une qui va fonctionner. Tandis que celui qui n'en prend jamais, si l'intelligence vient l'instruire, ben, il ne sait pas non plus, puis il ne prend pas de décision. Pourquoi Dieu n'a pas le moyen Pas assez riche. de faire l'humanité instantanément parfaite? Dieu évoluerait-il? Serions-nous ce Dieu finalement?
Pourquoi Dieu n'a pas les moyens de faire l'humanité instantanément parfaite? Parce que Dieu est imparfait. Bon. Dieu évoluerait-il? Effectivement, Dieu évolue. Serions-nous ces dieux finalement? On est une parcelle de l'imperfection divine. On a expliqué dans quelques conférences, de toute façon on va y revenir parce que ce n'est pas nécessairement, on peut encore fouiller à l'intérieur de ce mécanisme de la création de l'univers. Le problème de Dieu, c'est l'homme. Et le problème de l'homme, c'est Dieu. Alors évidemment, Dieu aime l'homme parce que Dieu, c'est l'homme. Et l'homme aime Dieu parce que l'homme, c'est Dieu. Et Dieu est parfait dans un phénomène qui n'est pas actuel, dans un phénomène potentiel, Dieu est parfait. Et dans un phénomène cosmique, Dieu est parfait. Parce que l'imperfection n'existe pas au niveau cosmique. Sauf qu'il y a des dissonances vibratoires par le simple fait que la vibration exprimée dans le continuum de la création a la faculté de perdre de sa mémoire, donc elle a la faculté d'être soumise à la friction du temps et de l'espace, donc la vibration divine a la faculté d'involuer. Involuant, Dieu n'est pas parfait, et l'être humain est une partie de cette imperfection qui a justement comme fonction extraordinaire, d'arriver à créer des véhicules qui vont permettre à Dieu, malgré le temps et l'espace, de cesser d'évoluer. Et lorsque cela sera fait, lorsque l'humain aura un contact avec son esprit, donc avec cette partie de Dieu, alors l'humain pourra commencer à reprendre les plans matériels qui sont des parties imparfaites de Dieu, à les réamener à une partie vibratoire, au moins digne du plan divin, jusqu'à un moment donné où l'humain va être capable de faire en sorte que tout ce qui est coordonné dans l'univers puisse être transposé dans un univers qui n'est pas coordonné et qui n'est pas coordonnable, donc qui n'a rien à foutre avec la création. Dieu ne s'est pas créé. Mais l'univers a été créé. Et lorsque l'univers a été créé, elle a automatiquement été créée imparfaite. Pour la simple raison que l'univers ayant été créé, le Dieu que l'être humain appelle est une création. C'est un mécanisme de création et d'action en même temps. Lorsque cet univers est apparu, il y avait et l'espace et le temps, et automatiquement, il y avait le phénomène d'évolution parce que le temps limite la matière et la matière détermine la vitesse du temps. Dieu évolue-t-il? Oui, mais présentement, non. Si on veut parler cosmiquement, Dieu est en phase d'involution, tandis que l'homme est en phase d'évolution. Dieu vibre supérieurement à l'humain, mais il a une tendance à rejoindre l'homme. Dieu, donc, veut entrer en contact avec l'homme, donc Dieu involue. Et l'humain, lui, part de la phase d'en bas et veut entrer en contact avec Dieu, donc l'humain évolue. Et le rôle de l'humain, c'est d'obliger un contact entre son esprit, donc entre l'esprit, donc entre Dieu et lui, pour que le Dieu, ou ce Dieu cesse d'involuer, et l'humain va donc pouvoir maintenant continuer son évolution au travers de Dieu pour finalement faire évoluer la matière, donc résorber l'évolution expansive de notre univers. Alors voilà pourquoi l'humanité ou la création n'a pas été parfaite, c'est parce que la création, de par son expression même, est un mécanisme coordonné qui connaît des lois. Et ces lois sont une mécanique qui est mémorisable et qui ne peut pas être parfaite parce qu'il n'y a de parfait qu'un mécanisme qui n'est pas mémorisable, donc qui ne connaît pas le temps et l'espace. Et la création, elle est assujettie au temps et à l'espace. On va de toute façon revenir dans des conférences là-dessus. Quelle est la partie dans l'homme qui évolue si ce n'est pas l'âme? C'est quoi? Selon moi, ce serait la pensée de l'homme qui se divinise graduellement. Est-ce vrai? Bon, si la pensée se divinise, cela veut dire que la pensée se résorbe. Plus la pensée devient divine, moins il y a de pensée chez l'homme. Si c'est ce que la personne veut dire, c'est ce qui se passe. Regardez ceci. Pouvez-vous voir l'évolution de l'âme? De l'âme de l'homme. Si on regarde, ou si on lit, ou si on étudie l'histoire, on découvre dans les Romains, on découvre dans les Égyptiens, on découvre dans les Étrusques, on découvre dans les Sumériens, on découvre dans les Vikings, on découvre dans les Incas, dans les Mayas, on découvre dans toutes les peuplades de l'Antiquité des plans émotifs comme les nôtres. Une âme comme la nôtre. Platon, quelque part là-bas. Voilà, c'est bien ça. Ça va la peine de regarder par là. Ouais. Platon a déjà défini des choses tout à fait typiques et réelles de ce qui se passe aujourd'hui. Homère, dans ses écrits, l'Iliade et l'Odyssée, entre autres, définit des mécanismes psychologiques, la recherche d'une déesse, la recherche de la jouissance, la recherche de l'éternité, et ça date de longtemps. On prend par exemple le livre des morts tibétains ou encore le livre des morts égyptiens et on va lire dedans des mécanismes qui sont similaires à ce qu'on vivait. On étudie simplement Akhenaton.
celui qui, bon, par la suite, va transformer son nom. On étudie tous ces pharaons, on peut étudier loin jusqu'à Sumer, qui a été le berceau de la civilisation indo-européenne. On étudie Bouddha, donc bien antérieur à Jésus-Christ. Et encore là, on voit les mêmes mécanismes au niveau de l'âme. Bouddha parle des réincarnations qu'il faut stopper. Bouddha parle de la voie du juste milieu. Et la voie du juste milieu dans le domaine duel de l'humain est la voie qui est la plus rapide, c'est un fait. Prenez le métropolitain, il y a 3 voies. À droite, ça va lentement. À gauche, ça va lentement. Au milieu, ça fly. Et quand c'est bourré de trafic, le centre est le meilleur. Et même dans la matière, faites l'expérience, allez voir, la voie du milieu est toujours la plus rapide. Mais pourquoi, depuis l'Antiquité, on parle de choses qui sont encore valables aujourd'hui? Pourquoi pratiquons-nous encore le yoga si ça a été fait avant Jésus-Christ? Pourquoi le bouddhisme marche-t-il encore? Pourquoi le Tao explique-t-il encore apparemment notre univers? Alors où est l'évolution de l'âme? Il n'y en a pas. L'âme accumule des connaissances, devient de plus en plus connaissant. Mais il y a toujours autant peur, il y a toujours d'autres questions, il y a toujours d'autres choses, parce que l'âme veut évoluer en englobant l'univers, tandis que l'âme ne peut pas englober l'univers. L'univers va englober l'âme bien avant que l'âme englobe l'univers. L'âme n'évolue pas. L'âme est là un processus qui permet l'évolution globale de l'être réel, donc de l'être esprit, de l'humain esprit, non pas juste de l'humain terrestrifié. L'âme est là, l'âme elle sert à créer le double éthérique qui va permettre ensuite à la personnalité évolutive de l'humain. La personnalité qui va tendre de plus en plus à exprimer dans le domaine de la planète une connotation de l'esprit sans qu'elle soit déformée ou colorée par les mécanismes d'identification, d'individualisation et d'identification de l'ego. Alors, le double éthérique va être construit par la supramentalisation de l'âme, donc des mécanismes de la pensée, mais la pensée ne peut pas comprendre ces choses. C'est question de vibration, c'est question de compréhension instantanée, mais ce n'est pas question de réflexion. Alors, lorsque l'ego, lorsque l'âme, lorsque la pensée devient divine, c'est-à-dire lorsqu'elle est capable de transcender le monde même du monde des morts, lorsque la pensée, lorsque l'âme ne sont plus des âmes et ne sont plus des pensées, lorsqu'ils deviennent de la vibration, lorsqu'ils deviennent de la lumière, lorsqu'ils sont capables d'échapper au monde des morts, alors automatiquement, ils accomplissent le rôle pour lequel ils sont créés. Tandis que l'âme, il est là pour conserver l'humain à l'échelle du monde des morts. Pour l'instant. Et lorsque l'énergie mentale est suffisamment vibratoire pour entrer en contact avec le monde supramortuaire, donc le monde supramental, alors automatiquement, l'âme peut commencer à cheminer vers ce monde. Ce n'est pas de l'évolution de l'âme parce que c'est une mutation de l'âme. Et je vois, moi, une énorme différence. Comment se branche-t-on sur la conscience supramentale? Quels sont les mécanismes d'aspiration? Bon. Alors, encore une fois, tout est question de vibration. Alors, plus la personne augmente son taux vibratoire, plus elle va arriver à se brancher à l'énergie supramentale. C'est-à-dire qu'il faut comprendre ceci, c'est que l'énergie supramentale va être attirée par amour, donc va être attirée par une personne qui aura une vibration résonante avec elle-même. Ça va créer un mécanisme qui porte le nom ésotérique d'ajusteur de pensée et qui va suppléer à l'ajusteur psychologique qui, présentement, porte le nom psychologique d'intellect. Alors, il y a des moyens, il y a des techniques qui existent pour permettre à un humain qui est suffisamment préparé à entrer en contact avec son ajusteur de pensée, donc avec l'énergie supramentale. Il y a une technique qui existe pour ça. Mais, présentement, l'humain ne peut pas, à partir de sa propre conscience égoïque, à partir de ses propres désirs égoïques, être amené à cette technique s'il n'a pas la résonance vibratoire de la technique. Autrement dit, moi, je ne dis pas où elle se trouve la technique ou qui la donne, ou etc. Je dis simplement que lorsqu'une personne aura la vibration de pouvoir peut-être passer par ce genre de technique, alors automatiquement, il sera amené à entrer en contact avec les plans de cette technique. Ce n'est pas question de désir. Une personne peut dire, bon, je connais l'endroit où tel maître ou l'école ou telle place où on pratique cette technique, alors j'y vais. Je sacre tout à terre puis je m'en vais là. C'est un mécanisme égoïque. La personne va pratiquer la technique et il n'aura jamais de résultat. Et lorsqu'à un moment donné, tout fait en sorte que... Voilà, c'est le temps. Ça qui est plate pour l'ego, parce qu'on vient à des conférences, ça augmente le taux vibratoire, et là, on veut avoir plus, et on va avoir plus, et puis non. Parce que si vous désirez avoir plus, vous n'aurez pas plus tout de suite. Parce que votre ego va tellement densifier le désir qu'il puise dans l'énergie vitale, et vous vieillissez. Simplement. Si vous ne vieillissez pas, vous baissez votre niveau mental. Parce que vous prenez de l'énergie soit au niveau mental, soit au niveau vital, pour influencer, pour instruire, pour nourrir l'ego.
Alors, le contact supramental se fait lorsque vous êtes prêt. Et être prêt, cela veut dire lorsque vous allez avoir appris à agenouiller votre ego devant vous-même. Donc, lorsque vous allez être capable d'assumer ce que vous savez. Cela veut dire que lorsque vous allez avoir de l'information nouvelle chez vous, vous ne l'accréditerez pas, mais vous la nierez pas non plus. Cela veut dire que vous ne poserez plus de questions imbéciles comme « Où c'est que vous prenez tout ça, ce que vous savez? » Parce que là, vous allez être capable d'assumer ce que vous aussi, vous savez. Alors, à un moment donné, vous allez avoir une réponse et vous ne direz pas « Ouais, mais je peux pas savoir, j'ai pas lu ça. » Tant que vous allez demander conseil à un autre, tant que vous allez demander à quelqu'un d'autre, j'ai pensé à ça, qu'est-ce que tu en penses? Bien évidemment, là, vous n'assumez pas votre savoir. Parce que vous avez le culte de l'erreur, vous avez peur de faire des erreurs. Et lorsque l'être humain assume son savoir, autrement dit, lorsque l'énergie supramentale tient à vous contacter et que vous ne fermez pas les portes en disant « C'est beau l'énergie supramentale, un instant, je vérifie dans mes mémoires si tu as raison. » Mais dans la mémoire, il n'y a pas ce qui se passe, il y a ce qui s'est passé. Donc, dans la mémoire, on va toujours dire qu'il y a tort. Sauf sur l'extra-lucide, qui, à un moment donné, finit par se faire charrier totalement par l'illusion même des guides astro, des maîtres et des gourous et de toutes ces merdes. Alors, automatiquement, lorsqu'il a un contact, alors oui, 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 oui. Et puis, à un moment donné, c'est l'astral qui vient le charrier, puis c'est toujours oui, 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 oui. Alors, l'humain doit rester toujours discernatif, c'est-à-dire que l'humain doit prendre la décision. L'humain doit être capable d'assumer son savoir, et lorsqu'il a une connaissance ou un savoir qui lui paraît authentique, un savoir qui lui paraît, selon lui, intelligent. Pas intelligent parce que d'autres l'accréditent, pas intelligent parce qu'on l'a instruit, pas intelligent parce que c'est écrit, pas intelligent parce qu'on le lui a dit. Intelligent à partir de lui, parce que lui voit que même si tout le monde est contre, lui voit l'intelligence. Alors automatiquement, il va vibrer d'une façon nouvelle, c'est-à-dire qu'il va être capable d'assumer le peu de savoir qu'il a. Autrement dit, il va conserver chez lui les mécanismes attractifs de l'énergie supramentale, ce qui fait que veut pas, il va créer son ajusteur de pensée. Y aura-t-il encore un progrès à faire pour l'humanité au moment où celle-ci aura atteint l'état supramental? Ce progrès impliquera-t-il une dématérialisation? Bon, il n'y aura pas de progrès pour l'humanité étant donné qu'il n'y aura plus besoin d'humanité. Il y aura une continuation évolutive au niveau des plans énergétiques supramentaux, au niveau des personnalités humanisées, mais qui vont être déshumanisées. Ah, c'est loin d'être fini. Maintenant, il y a une chose à comprendre, c'est que ce n'est pas la distance qui détermine le temps. Et on en a encore beaucoup à faire. Oui, ça peut se faire comme ça. Vous savez, vous pouvez aller à Rimouski à pied. C'est long. Vous pouvez y aller aussi en auto. C'est moins long. La distance reste la même. On peut y aller en avion. C'est encore moins long. La distance reste la même. Plus vous augmentez votre potentiel vibratoire, plus le temps peut être raccourci. Alors évidemment, la distance n'a pas d'importance. N'est-ce pas? Je vais te poser une question personnelle parce que ça serait peut-être bon d'expliquer cet aspect-là. Bon, ces personnes-là ont voté micro. Ah non, que pour le bénéfice de tout le monde, j'espère. C'est quoi un corps morontiel? Ta définition du corps morontiel? Bon, le corps morontiel, je vais faire une conférence directement là-dessus prochainement. Alors, ce qui fait que je vais revenir là-dessus. C'est une question présentement qui hante énormément les personnes qui font le PMC. Ils veulent savoir c'est quoi le corps morantiel parce que dans certains cours où on ajuste la parole pour les forcer à entrer en contact avec le rajusteur de pensée, je me suis amusé à essayer de leur tirer les vers du nez. Qu'est-ce que le monde morantiel? Qu'est-ce que le monde morantiel à chacun qui passait? Alors, à un moment donné, ils se sont tous repris, ils ont voulu se venger. Et dans la conférence spéciale que je donne une fois par mois, alors on m'a amené un paquet de papier avec qu'est-ce que le corps morantiel et qu'est-ce que le monde morantiel. Ça, et moi, j'ai été assailli de ces questions-là à la pause tout à l'heure. C'est pour ça que... Voilà. Alors, j'avais expliqué à ces personnes que je fais une conférence là-dessus. Alors, c'est la même chose, même s'ils ont essayé de passer par personne interposée, les salauds. Je vais faire une conférence là-dessus plus tard et on va revenir sur le plan morantiel. OK. Dans l'état supramental d'immortalité, est-ce qu'on peut dire d'immortalité de la conscience ou peut-être... L'immortalité de la personnalité. De la conscience. Oui, on peut aussi dire ça, oui. Ben, en tout cas, je lis la question comme elle est posée. Dans l'état supramental d'immortalité, qu'en sera-t-il des besoins de manger, de dormir? Aurons-nous encore un estomac, des intestins, un sexe? Point d'interrogation. Non, absolument pas, évidemment. Dans l'état supramental d'immortalité, il n'y a plus question de nourriture ou quoi que ce soit. Regardez ceci. Il y a des personnes que je connais, j'en connais pas beaucoup, mais je connais du monde qui en connaissent. Parce qu'ils les traitent, ils les soignent, des médecins qui les connaissent. Il y a des personnes qui, juste à regarder de la nourriture, engraissent. Et c'est vrai. Il y a des personnes qui font un jeûne et après un mois, ils n'ont pas perdu de poids, ils ont réussi à le tenir.
Ils ne mangent plus. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont simplement un mécanisme chéribique qui est inconnu de la pensée, qui n'est pas contrôlé par leur propre pensée, donc qui n'entre pas en résonance de relation avec la pensée, qui fait simplement que ce mécanisme capte l'énergie vitale de l'air et le transforme en aliment, donc en gras, en graisse ou en muscle. Lorsque le double éthérique ou lorsque le corps est éthérifié, lorsque le corps éthérique remplace le corps physique ou encore se cohabite avec le corps physique, alors évidemment, le corps physique n'a plus besoin de nourriture ou quoi que ce soit. Tout le système de digestion va se résorber parce que le système de digestion, il est là premièrement pour accumuler de l'énergie vitale. Et l'énergie vitale qu'il accumule est transportée par une forme. Dans le plan matériel, la forme est nécessaire à la conductibilité vitale, éthérique. Alors, automatiquement, la personne accumule du sodium. Parce que le sodium contient une forme moléculaire particulière qui dégage une forme éthérique particulière. Et ce n'est pas du sodium que l'humain a besoin, mais de la forme éthérique du sodium. C'est le mécanisme qui fait que les médicaments fonctionnent à un moment donné. Parce que l'énergie vitale d'un médicament, sa structure chimique, crée automatiquement une résonance vibratoire dans le plan vital des pathologies et les retransforme. Évidemment, ils ont toujours des effets secondaires parce que ce ne sont pas des médicaments humanisés, comme la chimie voulait le faire. Alors, il n'y aura pas de système digestif, alors vous allez cesser de roter et de péter. Bon, voilà. Il y a beaucoup de questions sur les chérubins. Par exemple, le chérubin est-il relié à l'aura? Si oui, quel est ce lien? Chérubin égale-t-il code génétique? Intéressant, intéressant. Le chérubin est-il relié à l'aura? L'aura est une possibilité visuelle d'une personne. L'aura, il y a différentes formes d'aura, premièrement. L'aura vitale, qui est une aura qu'on peut voir, qui peut être très, très accolée à la peau, qui peut lentement se distendre dépendant de la forme énergétique du chérubin, est effectivement le double éthérique planétaire du chérubin. Il y a des personnes présentement sur la planète qui ont la faculté d'arriver à dissocier l'un des deux chérubins de leur corps physique, donc d'expulser d'eux-mêmes de leur corps un double, qui s'appelle aussi le double éthérique, mais qui n'est pas le double éthérique supramental, qui est un double éthérique vital planétaire. Bon, on en connaît certains qui font ce genre de mécanisme. L'aura de couleur et tout ça fait partie beaucoup plus de l'enveloppe, de tout ce qui va énergétiquement être expulsé à travers le corps séraphique. L'aura astrale. Chérubin, est-ce que chérubin égale le code génétique? Le chérubin peut être... Il y a une partie des mécanismes, mais ce n'est pas le chérubin lui-même. Ce que j'expliquais au début de la conférence, qu'il y a différents paliers d'expression énergétique des chérubins. Alors, on parlait des gnomes, des farfadets, des lutins, des hobbits, etc. Alors, il y a une partie de cette hiérarchie inférieure des chérubins qui, effectivement, est le constituant même, le gardien de la génétique humaine. Sauf que les chérubins étant polarisés, ils ont donc la faculté de pouvoir s'intermêler, ce qui permet à la génétique mâle de se mélanger à la génétique femelle pour pouvoir constituer, toujours avec une polarité chérubique, un nouveau corps physique. Sauf que ce n'est pas le chérubin tel que je l'employais au niveau de celui qui aura la faculté d'entrer en contact avec l'âme, donc avec le corps séraphique, celui qui aura la faculté aussi d'animer le corps suite à la résonance émotive de la pensée. Comment peut-on poursuivre son évolution si on pénètre dans le monde des morts et qu'on oublie? On ne peut pas. On ne peut pas, et c'est pourquoi l'humain doit arriver à survivre le monde des morts. L'humain doit arriver à transcender le monde de la mort, parce que dans le monde de la mort, l'humain n'évolue plus. Maintenant, il faut comprendre ceci. Comment peut-on poursuivre son évolution si on pénètre dans le monde des morts et qu'on oublie? Il y a un problème à la réponse de cette question. Et ce problème s'appelle le temps. Il reste 2 minutes. Premièrement, si la personne va avoir une réponse plus consistante, parce que je ne répondrai pas en 2 minutes à cette réponse, pour la simple raison que là, je risquerais de perturber un peu trop certains égos, pour le simple fait que j'expliquerai des choses qu'ils n'ont peut-être même jamais envisagées, et je n'aurai pas le temps d'expliquer suffisamment pour qu'on pourra amener la contrepartie de l'explication de la réalité du mécanisme de mortalité et de réincarnation. De toute façon, la semaine prochaine, on revient sur tout ce qui touche l'évolution dans le monde des morts, ou l'involution, enfin la stagnation dans le monde des morts, la déviation du monde des morts, donc comment survivre à sa mort. Et entre-temps, la personne peut se référer à la conférence que j'ai donnée sur la réincarnation, qui explique suffisamment les mécanismes de l'évolution, même si l'être humain oublie, et de quelle façon l'humain évolue, non pas individuellement. Il y a une conférence aussi que j'ai faite qui s'appelle « La Terre, un être en évolution ».
C'est pas l'individu tel qu'il est qui évolue. C'est l'ensemble des individus. Et je ne veux pas embarquer dedans parce qu'on n'aurait pas le temps d'en sortir et ça ne serait pas écologique. Alors donc, la semaine prochaine, de toute façon, on revient là-dessus. Et en attendant, il y a des conférences que j'ai déjà faites. Merci beaucoup, Daniel. Voilà, je vous rappelle simplement que la semaine prochaine, il y aura une conférence intitulée « Comment survivre à la mort » et qu'à l'achat du billet ce soir, vous pouvez avoir une cassette au choix gratuitement dans la liste des conférences de Daniel. Merci beaucoup, c'est François Payotte qui vous salue, vous souhaite une bonne soirée.